cette édition du 31 mars. Tout de suite, le sommaire. Les 24 heures moto arrivent à grands pas. Recrutement de 20 emplois. Pré-essai et état des concurrents. Le point dans ce journal. Deuxième jour d'occupation de la station de gaz de Chéré. Les grévistes demandent des augmentations de salaire. Enfin, le géocaching, la chasse au trésor par GPS a de plus en plus d'adeptes en Sarthe. Et puis mon invité est Roger Noiseau, l'un des plus fervents opposants au complexe culturel des Jacobins au Mans. Premier tour de circuit pour les pilotes des 24 heures moto. Aujourd'hui et demain ont lieu les pré-essais sur le Bugatti. La course est toujours un événement pour la ville. 200 emplois sont créés à cette occasion. Le chiffre ne change pas malgré la crise. Une crise dont les effets se font plus ressentir du côté des concurrents. Les teams privés sont moins nombreux et les grosses écuries ne présentent qu'une moto. C'est la règle cette année. Benoît Doisy. Entre 400 et 500 candidats, mais juste 200 emplois, les 24 heures moto n'attirent pas que les motards. Ce matin, le Pôle emploi a recruté. 2 types d'emplois sont à pourvoir pour le week-end des 24 heures. Les postes qui sont à pourvoir sur les 24 heures moto sont des postes de cuisiniers et des postes d'employés polyvalents de restauration. On a 2 types de publics en fait. On a soit un public étudiant pour favoriser effectivement l'emploi chez les jeunes et également donc un public demandeur d'emploi. Après une réunion d'information, les candidats retenus sont convoqués pour un entretien. Fin du suspense dans quelques jours. Côté course, le suspense là encore va durer. 47 motos devraient prendre le départ de la compétition contre 56 l'an dernier. La crise aussi s'invite dans le monde de la course. Les écuries privées ont du mal à joindre les 2 bouts et les constructeurs n'alignent qu'une moto. Suzuki, qui est donc le double vainqueur en titre des 24 heures moto, ne présente cette année qu'une seule moto au lieu de 2. C'est forcément un petit peu plus embêtant pour Dominique Mélian, mais c'est sans doute bien pour le suspense, puisqu'il va se retrouver un petit peu à armes égales par rapport à toutes les autres marques japonaises, Yamaha, Kawasaki et Honda, qui eux engagent aussi et seront bien présents. Donc finalement, le suspense risque d'être encore plus là, grâce, on va dire, à la paupérisation relative des moyens des concurrents. Tous les concurrents vont véritablement être présents pour le titre, et ça peut nous donner véritablement une belle édition. Même discours chez Dominique Mélian, double vainqueur, il remet son titre en jeu et vient pour gagner, mais cette fois, le combat sera rude. Contrairement à ce que l'on pourrait penser avec cette fameuse crise, on retrouve des motos dans le peloton de tête, des motos très compétitives. Et je pense que le plateau n'a pas été aussi ouvert depuis quand même pas mal d'années. Donc beaucoup de suspense, beaucoup de tension pour nous les patrons de team, puisque là on va devoir se battre avec une bonne dizaine de motos, ce qui est quand même un bon plateau dans le haut du top. Autre candidat, Frédéric Bernon, malchanceux en 2008, il revient pour figurer parmi les 10 premiers et compte bien profiter des effets de la crise pour tirer son épingle du jeu. La conjoncture est ce qu'elle est. On a un phénomène qui est rare, enfin en tout cas que moi j'ai jamais vu, c'est qu'on a 49 engagés pour 56 places sur la grille. Historiquement c'est du jamais vu. Maintenant la conjoncture elle est ce qu'elle est. Pour certains ça va être un désastre, pour d'autres ça va être une belle opportunité. Nous on l'envisage plutôt comme une belle opportunité. Le 18 et 19 avril, on verra si la crise a joué l'empêcheur de tourner en rond ou si les grands l'emporteront, comme le veut la logique. Allez, on poursuit dans le sport avec ce rendez-vous à noter pour tous les amateurs de boxe. Fabrice Bénichou sera au Mans samedi prochain. Le triple champion du monde viendra diriger un stage pour les professeurs de Samouraï 2000 en matinée et puis pour tous les licenciés du club dans l'après-midi. Pour ces derniers, le stage est gratuit. Il a lieu au gymnase de l'Université du Maine entre 14h et 17h. Pour y participer, il faut s'inscrire en téléphonant à Samouraï 2000 au 02 43 28 84 03. Deuxième jour d'occupation de la station de compression de gaz de Chéré à côté de la Ferté-Bernard. Les salariés de GRT Gaz, une filiale de GDF Suez, réclament à leur direction une hausse des salaires de l'ordre de 10%. La nuit passée n'a pas émoussé leur volonté d'en découdre. Le piquet de grève tient bon depuis hier à la station de compression de gaz de Chéré à proximité de la Ferté-Bernard. Ils sont 8 Sartois à travailler ici pour GRT Gaz. Aidés par leurs collègues angevins ou bretons de cette filiale de GDF Suez, ils ont pris le contrôle du site, habituellement géré par informatique. La station de Chéré est stratégique, elle reçoit directement le gaz de Montoire, le terminal en Loire-Atlantique, et le comprime pour le réexpédier en Île-de-France ou en région centre. Aujourd'hui, les salariés ont arrêté cette compression, le débit est donc moindre.
on agit sur le transit du gaz, donc on ne coupe pas le transit, mais on le limite. Ça nous permet d'avoir un moyen de pression sur la direction pour une meilleure négociation pour nos revendications. Au vu des résultats de leur entreprise, les salariés réclament 10% d'augmentation de salaire et une prime de 1 500 €. Nous avons fait 6,5 milliards de bénéfices sur l'année 2008 et donc nous demandons une répartition de ces gains. D'autres filiales du groupe GDF Suez, comme Storengy et LNG, ont eu gain de cause dans leur mouvement. Plusieurs sites comme celui de Chéré sont bloqués en France. Les salariés se préparaient à passer une seconde nuit dans la station. Le projet d'espace culturel des Jacobins au Mans est entré dans sa phase active avec le début des fouilles archéologiques et puis le permis de construire qui était signé en février. Pourtant, il suscite toujours la même opposition du collectif des citoyens de gauche qui ne désarment pas et ont toujours des recours en cours. Pour nous en parler, j'accueille Roger Noiseau, l'un des membres actifs de ce collectif. Bonjour. Bonjour. Alors, j'aimerais qu'avec vous, on fasse un peu le point sur votre opposition avant que vous nous en donniez les arguments principaux. Tout d'abord, il y a 3 recours qui sont en cours d'étude, de traitement auprès du tribunal administratif de Nantes. C'est ça? Oui, il y a 3 recours. Il y a une requête concernant l'approbation par le préfet de la venue de Pathé au Mans au moyen de la CDEC, c'est-à-dire la Commission départementale d'équipement cinématographique. Cet événement date du 3 octobre 2007 et mon ami Mohamed Touaria et moi-même, nous avons déposé un recours contre le préfet de la Sarthe. C'est le plus ancien, il n'a toujours pas été jugé, les 2 autres non plus. Les 2 autres consistent en un appel du même Mohamed Touaria et de l'association face au rejet par le tribunal administratif de la requête qui avait été déposée pour l'annulation du PLU. Ça, c'est intervenu le 19 novembre. Ça a été assorti pour mon ami Mohamed d'une amende de 1 200 €. Ça, c'est le tribunal qui avait rejeté en fait ce recours et là vous faites appel derrière en fait, c'est ça? Oui. Et le troisième, le plus récent? Et le troisième et le plus récent, en effet, c'est le dépôt d'une requête par l'association à laquelle s'est associé Mohamed Touaria également, contre le permis de construire déposé par le maire en décembre 2008. Alors vous faites feu de tout bois en fait, on est d'accord? Oui, d'autant plus que... Toutes les occasions sont bonnes pour vous opposer à ce complexe culturel? Oui, parce que nous pensons que nous avons des arguments. Et d'ailleurs, le maire ne dit pas la vérité là-dessus, puisque dans son journal de janvier, il a dit « Tous les recours étant épuisés, je peux y aller ». Ce qui est faux, quoi. Alors, le maire, justement, il a été élu dernièrement, sans se cacher qu'il allait prolonger ce dossier, en fait, qu'il allait vouloir le voir aboutir. L'enquête publique qui a montré la division des Manceaux, mais malgré tout, une majorité s'est dégagée pour ce complexe. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, depuis 10 ans, ça fait 10 ans que votre collectif existe, de faire un peu d'acharnement, malgré tout? Non, il n'y a pas d'acharnement thérapeutique contre le maire. Mais il y a contre le projet. Pardon. Mais il y a quand même des choses curieuses. Aujourd'hui, en ce début de 2009, on dirait que le maire n'a pas vu venir la crise. Si nous devions résumer notre propos en une seule phrase, nous aurions une seule question à poser. Aujourd'hui, en période de crise, pourquoi le maire a-t-il l'intention d'arroser Pathé ? Et on a assisté la semaine dernière à un show municipal égal à lui-même. Et c'était le premier conseil municipal sur le budget dans lequel la crise économique et financière était omniprésente. Et nous pensons que les salariés, les chômeurs, les contribuables n'ont pas à payer les fautes, la catastrophe même du système capitaliste qui est en cours. On est loin là, malgré tout, de l'espace culturel des Jacobins, le système capitaliste Non, pas du tout, parce qu'on a entendu des élus justement parler du système capitaliste, je ne les nommerai pas, et c'était assez effarant, puisque
la ville va disposer de moins de moyens. Elle a le grand stade à finir. Elle a aussi un investissement de plus de 2 millions d'euros pour les premiers travaux envisagés pour l'espace culturel. Et elle augmente les impôts de 3,5%. Et peut-être le maire me démentira-t-il, j'espère qu'il me démentira. En tout cas, nous savons qu'il envisage pour les années à venir, 2010, 2011, 2012, 2013, des augmentations de 5 à 6%. Et les Manceaux n'ont pas fait... Des impôts. Il n'a pas confirmé ça, hein. Il ne s'est même pas prononcé sur l'avenir. Juste, votre combat aujourd'hui, il porte sur quoi? Sur le fait que ça soit Pathé qui a emporté? Sur le fait qu'il y a un multiplex en centre-ville? Exactement. Et ce sera ma dernière question. Je vous demande une réponse rapide, s'il vous plaît. Eh bien, nous sommes toujours opposés au multiplex et au multiplex Pathé, car le multiplex Pathé serait installé sur un site public et les contribuables Manceaux, encore une fois, n'ont pas à financer les 20 millions qui seraient demandés, étant entendu que l'ensemble du projet fait 90 millions aujourd'hui. Et le Pathé peut lui-même financer un projet, aller s'installer ailleurs dans la ville. Le maire a dit récemment dans une vidéo du BTP, parce qu'il est très lié au BTP, que la ville avait des réserves foncières très importantes, alors qu'il propose un autre terrain à Pathé. Et là, il pourra faire un vrai théâtre sur les Jacobins. Donc le combat continue. Absolument. Roger Noiseau, je vous remercie d'être venu dans ce journal. Allez, je vous propose maintenant de découvrir un loisir qui émerge en Sarthe, le géocaching. C'est une sorte de chasse au trésor que l'on mène grâce à un GPS. Le premier rendez-vous des géocacheurs, même sartois, avait lieu ce dimanche dans les environs de Mézeray, dans le sud du département. Pierre Lolès était dès l'heure. Normalement, dans les caches, il y en a une quinzaine. Ils se connaissaient sur Internet. Ce dimanche, ils ont mis un visage sur leur pseudo. Ils, ce sont les géocacheurs, les adeptes du géocaching. Un loisir qui permet aux grands de retrouver les joies de la chasse au trésor. Un livret leur est distribué. Ils recensent une quinzaine de caches réparties dans les environs de Mézeray. On tape les coordonnées sur son GPS et c'est parti. Certains prennent la voiture, d'autres partent à pied à la recherche du premier trésor. Donc ici, j'ai ma flèche rouge qui m'indique la direction que je dois suivre. Et juste au-dessus, j'ai une indication qui me dit à quelle distance je trouve la cache. Donc là, 477 mètres. C'est la première fois en Sarthe qu'un tel rassemblement était organisé. À l'appel de 7 hommes, Amédée Foucault, professeur des collèges, est tombé dans le géocaching il y a un an. Une semaine auparavant, il avait caché les trésors. Le but, c'est aussi de découvrir son terroir en s'amusant. C'est de découvrir des coins intéressants, de se promener en forêt. Là, il y a un chemin de randonnée derrière. C'est de voir des choses qui ne sont pas obligatoirement connues. Il y a des choses, des petites chapelles, des petits monuments, des choses comme ça qui sont complètement marquées nulle part et qu'on arrive à faire découvrir. Pour moi, je suis à 8 mètres de la cache et 8 mètres dans cette direction. Donc, eh bien, on va chercher. Et puis cela fonctionne aussi avec les enfants. Arthur et Yannick ont repéré le point indiqué par le GPS. Il ne reste plus qu'à trouver la cache. En fait de trésor, il s'agit juste d'une petite boîte où le géocacheur inscrit son pseudo avec parfois le plaisir d'être le premier. J'ai donc laissé la trace de mon passage. En même temps, je prends ce petit morceau de papier pour vous dire que j'étais effectivement le premier aujourd'hui à l'avoir découvert. Et voilà, on n'a plus qu'à la remettre en place pour nos successeurs, en leur souhaitant aussi d'avoir autant de chance que nous et puis une bonne chasse. Le géocaching émerge peu à peu en France. Il fonctionne en campagne, en ville, en France et à l'étranger. Il existe même des adeptes du géocaching nocturne, mais tous ont un point de ralliement virtuel www.geocaching.com. Allons, on finit avec quelques idées de sortie pour cette semaine. Tout d'abord, le cabaret Le Patis accueille 2 one-man shows, celui de Pichol jeudi, Gaspard Proust vendredi en partenariat avec le festival Juste pour Rire. 2 spectacles à découvrir à partir de 21h, tarif entre 8 et 13 €. À noter également l'ouverture de la saison pour le château du Lude. Les visites commencent le 1er avril. Ce journal est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez la météo présentée par Romuald Besson. Prochain rendez-vous avec l'info en direct demain 18h30 avec Pierre Lolès. En attendant, passez d'excellents moments sur l'MTV.